Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Beaucoup de sport ce soir et des hommes d'exception avec tout d'abord le titre de champion du monde pour l'équipe de France de handball. Le sacre de Michel Desjoyaux au Sables d'Olonne. Nous serons avec lui en direct dans un instant. Et puis en tennis, les larmes de Roger Federer qui rend les armes à Melbourne face à Rafael Nadal. Dans l'actualité également, la tentative de médiation du secrétaire d'État chargé de l'outre-mer à la Guadeloupe. Après 13 jours de conflit, l'île est toujours paralysée et le tourisme sinistré. La mort tragique d'un chercheur français au Mexique victime d'une agression par balle à la sortie d'un bureau de change. Prudence également ce soir sur les routes. Nouvelle alerte orange de Météo France dans 32 départements en raison des risques de neige et de verglas. Cette fois, le centre, le nord et l'est sont concernés. Le cinéma, le film n'est pas encore sorti, qu'il fait déjà beaucoup parler de lui sur les blogs des adolescents. Va-t-on parler d'une génération LOL comme ce fut le cas il y a 30 ans déjà avec La Boum? Alors qui de mieux pour en parler que Sophie Marceau, héroïne d'hier et d'aujourd'hui? Elle est notre invitée ce soir. Enfin, le grand format ce dimanche, nous reviendrons justement sur cette relation si souvent complexe parents-adolescents. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Merci d'être avec nous et quel dimanche de sport. On commence tout d'abord par des images de joie, celles des handballeurs français qui ont remporté ce soir le titre de champion du monde. Victoire face à la Croatie, 24-19, une équipe qui il y a 5 mois seulement était déjà devenue championne olympique. Nous retrouverons une partie de l'équipe en duplex de Zagreb dans ce journal. Autre héros du jour, c'est bien sûr Michel Desjoyaux qui est arrivé en vainqueur au Sables d'Olonne après 84 jours de mer. Celui-ci mérite plus que jamais son surnom de professeur. Il a dompté les éléments, battu le record de l'épreuve et remporte sa 2e victoire au Tour du Monde en solitaire. Avant de le retrouver, il est avec nous en direct. Retour sur ce jour de gloire pour lui. Et une fois encore, il y avait beaucoup de monde pour l'accueillir. Reportage Manuel Tissier et Thierry Breton. Attention, dans quelques secondes. Et top pour Foncien, Michel Desjoyaux, vainqueur du Vendée Globe. Ainsi s'achèvent 84 jours et un peu plus de 3 heures de solitude. Michel Desjoyaux remporte le Vendée Globe pour la 2e fois. Record de l'épreuve à la clé. Record d'affluence aussi pour saluer ce marin de 43 ans. 100 000 personnes au Sables d'Olonne, à terre et en mer. À bord du monocoque, l'heure est aux retrouvailles. Les amis, la famille, quelques secondes d'intimité à peine avec Régine, son épouse, dans cette cabine où Michel Desjoyaux a construit son exploit. Parti avec 40 heures de retard, le professeur savoure enfin. C'est incroyable, il y avait en plus le petit rayon de soleil qui fait que la lumière est magique, c'est magique tout simplement, c'est indescriptible, faut le vivre. Il y a 8 ans, Desjoyaux était arrivé en pleine nuit. Cette fois, à l'heure du goûter dominical, l'hommage populaire était à la hauteur de ce brillant champion. C'est merveilleux, c'est un vrai moment de bonheur qui fait vivre à tout le monde, je crois, pas que les potes, c'est à tout le monde, toute la France qui l'a suivi, enfin partout quoi. Grand monsieur, un grand marin, du respect, beaucoup de respect. Michel Desjoyaux, ou l'homme volant. Son palmarès en fait désormais le skipper le plus titré de l'histoire de la voile. Pendant que les autres sont encore sur l'eau, lui est déjà passé au champagne. Et bonsoir Michel Desjoyaux. Et d'abord un grand bravo à vous. Qu'est-ce qu'il y a de plus important ce soir? Le record, le doublé ou tout simplement la place de numéro 1 à l'arrivée? Oui, je vous propose une 4e solution, le fait que je me sois bien amusé et que j'ai fait ce que j'aime pendant 3 mois. Les autres découlent de la première. Ça ne m'étonne pas de vous. Vous avez pris la tête depuis le 16 décembre. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté? Certains disent que ce n'est pas votre genre. Ben non, je pense que justement, j'ai eu la chance de ne pas douter, ou en tout cas que ça ne prenne pas le dessus sur mon comportement à bord du bateau. De toujours faire avancer, de toujours avancer, de toujours me dire que c'était jouable. On sait que le Vendée Globe est une course très dure, elle l'a prouvé une fois de plus cette année. Et les courses à la voile, tant que la ligne n'est pas franchie, on ne connaît pas le vainqueur. Et donc tant que la ligne n'est pas franchie par le vainqueur, on a encore des chances de se battre. Alors, et que ça serve à quelque chose. Il y avait beaucoup moins de monde au Sables d'Olonne le 11 novembre lorsque vous êtes rentré au port pour réparer votre bateau. Plus sérieusement, quelle foule pour cette arrivée. Est-ce que vous avez conscience que vous avez fait voyager des milliers de gens durant 3 mois finalement?
Oui, on a un petit peu conscience parce que souvent les gens viennent nous dire en nous disant c'est génial ce que vous nous faites rêver. Donc si au moins on sert à ça, on a la chance de servir à quelque chose, en plus de se faire plaisir. Et c'est vrai que quand on voit le monde qu'il y avait là ce soir sur les quais et pourtant il ne faisait pas des conditions à rester traîné dehors, ça fait chaud au cœur et on a passé un bon moment de fête populaire. Tant mieux si on a pu partager tout ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup Michel Desjoyaux et bravo encore. Dans l'actualité de ce dimanche, revenons maintenant sur la mort d'un chercheur français au Mexique. Celui-ci a été victime d'une agression par balle alors qu'il venait de retirer de l'argent dans un bureau de change. Le récit de l'affaire avec Dorothée Cochard. Il s'appelait Christopher Augur. Il avait 48 ans. C'était un chercheur français en mission près de l'Université nationale du Mexique. Et voici l'homme suspecté de l'avoir tué d'une balle dans la tête. Miguel Ángel Herrera, présenté hier à la presse avec l'un de ses 7 complices. On a identifié les suspects grâce au témoignage d'une des victimes qui accompagnait ce citoyen français dans la voiture au moment de l'attaque. Tout a commencé à l'aéroport de Mexico. Christopher Augur retire de l'argent en liquide, beaucoup d'argent, 5 000 €. Des guetteurs le repèrent et quand le chercheur rentre dans la voiture que l'université lui a envoyée, il est suivi. 2 voitures lui barrent la route. Un bandit menace le chercheur d'une arme, lui demande son argent. Le chercheur n'obtempère pas. Le voleur tire. Quand les secours arrivent, Christophe Augury est inerte. Les blessures sont trop graves. Il y avait au moins 7 personnes réparties dans 3 véhicules, plus 3 personnes à l'aéroport pour le prendre en filature dès sa sortie. Donc, il y avait au moins 10 personnes. Le gang n'en était visiblement pas à son premier méfait. Sur les 10 derniers mois, la police de Mexico a recensé 17 vols commis selon le même mode opératoire. À l'étranger encore et en images, le Kenya est en deuil. Un camion d'essence accidenté autour duquel une foule s'était massée pour récupérer du carburant explosé. Bilan, plus de 100 morts et 150 blessés. En Israël maintenant, 4 nouvelles roquettes et des tirs de mortier ont été tirés depuis Gaza, sur le sud du pays. Une attaque qui a fait 2 blessés. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert a déclaré que Tsahal allait réagir de manière, je cite, disproportionnée à la poursuite de ces tirs palestiniens, en dépit du cessez-le-feu décrété depuis maintenant 2 semaines. La Guadeloupe va-t-elle sortir de la crise qu'elle traverse depuis maintenant 13 jours? Le secrétaire d'État à l'Outre-mer, Yves Jégo, est arrivé sur place aujourd'hui. Il y a 2 conflits à régler, celui qui touche les stations-service et celui relatif au pouvoir d'achat. Sur place, notre équipe a pu également constater que l'activité touristique est bel et bien paralysée. Reportage Valérie Lerouge, Nicolas Berthelot. Les palmiers et la chaleur sont bien là pour les vacanciers qui continuent à affluer nombreux chaque jour en Guadeloupe. Mais le ton est donné dès l'arrivée à l'aéroport. Leur séjour aura peut-être un petit goût d'aventure. Bon, il y a la grève et puis il n'y a pas grand-chose, quoi. Surtout pas d'essence. C'est un petit peu habituel en Guadeloupe. Il faut le prendre avec philosophie et puis avec le sourire, ça passera. C'est pas grave, moi je loue un vélo, j'y vais à pied, j'en profite. Première surprise, chez les loueurs de voitures. Plusieurs sont fermés, chez les autres, les parcs sont pleins, mais les réservoirs presque vides. Il n'y a plus trop de voitures et plus trop d'essence, donc là on a trouvé la dernière voiture avec un demi-plein. Et puis on va emmener du monde. On les emmène parce qu'ils n'ont pas trouvé de voiture avec un demi-plein, ouais, donc on fait du covoiturage sur Saint-François. Une fois la voiture trouvée, voilà à quoi ressemble Pointe-à-Pitre depuis 13 jours, à une ville morte. Les commerçants sont priés de baisser le rideau par quelques manifestants intimidants. Les touristes sont un peu désœuvrés. Le ramassage des ordures n'est plus assuré partout. La carte postale est un peu gâchée. La saison avait pourtant très bien commencé ici pour les hôteliers. Ils sont inquiets maintenant des conséquences financières qu'aura à cette grève. Les professionnels du tourisme espèrent que l'arrivée ce soir en Guadeloupe d'Yves Jégo, le secrétaire d'État à l'Outre-mer, permettra de débloquer rapidement la situation. En bref, cette information, nous sommes le dimanche 1er février et un petit rappel depuis aujourd'hui, la rémunération des 46 millions de livrets A est passée de 4% à 2,5%. Prochain ajustement au mois d'août prochain. L'actualité politique, demain les syndicats se réunissent afin de décider de la suite à donner au mouvement engagé la semaine dernière. Aujourd'hui, François Chérec pour la CFDT a souligné que tout dépendrait de la réaction du président de la République qui doit s'exprimer cette semaine.
Écoutons également ce soir Martine Aubry qui réunissait ses troupes à la Mutualité à Paris. Le premier changement de cap, c'est que le président de la République accepte de dire le plan de relance est insuffisant, il faut le compléter. Donc ça, c'est un élément important, en particulier sur le volet relance par la consommation. Ça, c'est un changement de cap. La crise, le dur de la crise, est sans doute devant nous. Il est encore temps pour prendre des mesures. Il est encore temps pour dire que votre politique nous a déjà menés dans la récession avant même la crise financière qui nous amène aujourd'hui dans la dépression. Il est encore temps de dire que ce modèle qui vise à donner toujours tout à ceux qui ont déjà tout n'est pas celui qui porte ni la justice ni l'efficacité économique. Autre réunion politique du jour, celle du nouveau parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Celui-ci a à nouveau tendu la main à Olivier Besancenot. Il lui propose de rejoindre un front de la gauche constitué avec le Parti communiste, et cela pour les européennes de juin prochain. Il est 20h08, dans un instant à suivre ce dimanche. Quelle sanction pour le juge Burgot dans l'affaire d'Outreau? Demain, il a rendez-vous à son tour avec ses juges. Nous serons en duplex avec les héros du soir. L'équipe de France de handball est devenue championne du monde après son titre olympique de Pékin. Enfin, Sophie Marceau nous parlera de la génération LOL, les ados et les parents d'aujourd'hui. Un film et une invitée. La comédienne sera avec nous tout à l'heure. Mais avant cela, prudence ce soir sur les routes. Depuis 20h, ce sont 32 départements qui sont placés en vigilance orange en raison des risques de chute de neige et de formation de verglas. Vigilance qui s'étend, comme vous le voyez sur la carte, du centre à la Champagne-Ardenne, en passant par l'Île-de-France et la Haute-Normandie. Une semaine après la tempête, il ne reste que 20 000 foyers toujours privés d'électricité, essentiellement dans des villages du Gers et des Landes. Les Landes qui, après la destruction d'une partie de sa forêt, s'inquiètent pour son économie locale. Reportage Francis Mazoyer, Bernard Bonarme. À Rion-des-Landes, ce secteur est le plus touché. Les arbres ressemblent à des mines de crayon. Plus loin, voici le maire qui fait l'inventaire des dégâts. À droite, c'est la même chose. C'est vraiment un spectacle de désolation, quoi. La commune gère 2000 hectares de forêt. La tempête a presque tout emporté. Ah, regarde celui-là, il est pas mal. Aujourd'hui, difficile de se frayer un chemin dans ce domaine aux 3/4 détruit. Il en reste quelques-uns qui sont debout, mais ça veut dire évidemment qu'ils seront exploités au même prix que ceux qui sont en bas, c'est-à-dire à un prix complètement dérisoire. Le maire est inquiet. Le manque à gagner des ventes de bois représenterait 20% du budget communal. C'est une perte sèche pour cette année, mais c'est également une perte sèche pour les années futures, parce que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, nous n'aurons plus de coupe rase à proposer aux marchands. Donc c'est 400 000 € de perte sèche que l'on peut multiplier par au moins 5 années. La municipalité a déjà pris des mesures. Une baisse de 20% des subventions aux associations. Elle renonce à construire un centre de loisirs et une salle de sport ici même. Si nous n'avons pas d'aide publique qui vienne compenser quelque peu les manques à gagner, cela veut dire très clairement qu'il n'y aura pas d'investissement dans les 4-5 prochaines années. Ses habitants s'attendent d'ores et déjà à une augmentation des impôts locaux. Il ne faut pas s'attendre à un miracle. Le manque à gagner avec la forêt, il va falloir qu'il soit répercuté quelque part, surtout que les emprunts sont en cours et autres. Donc on s'y attend, oui. Ce village mettra de nombreuses années avant de panser les plaies de la tempête. Justice, vous vous souvenez de l'affaire d'Outreau et de son juge, Fabrice Burgot. Eh bien demain, celui-ci se retrouvera devant ses pairs, accusé à son tour devant les membres du Conseil supérieur de la magistrature. De leur côté, les victimes attendent une sanction réelle. Seulement certains s'inquiètent qu'il soit le seul bouc émissaire du scandale. Dominique Verdaillan, Philippe Jasselin. Fabrice Burgot est toujours magistrat, chargé de l'exécution des peines au parquet de Paris. Demain, il se retrouvera sur le banc des accusés, 3 ans après la commission parlementaire. Je n'ai pas la prétention d'avoir fait l'instruction parfaite. Aurais-je pu agir différemment? Avec le recul et la connaissance a posteriori que l'on a de l'affaire, certainement. En juin 2006, un rapport de l'inspection des services judiciaires exonère le juge. Il a commis des insuffisances, mais pas de faute. Parce qu'on peut critiquer un juge qui se trompe, mais ce n'est pas pour autant qu'il doit être sanctionné disciplinairement. Le lendemain, le candidat Nicolas Sarkozy s'insurge. Alors donc, il n'y a pas de responsable, pas de coupable et pas de sanction. Il y a simplement quelques personnes qui ont fait 3 années de prison pour rien. Aujourd'hui, la chancellerie accable le juge, dénonçant
Une accumulation de manquements dont la répétition tout au long de la procédure démontre le caractère systématique, voire volontaire. Pour son avocat, le ministère veut faire un exemple. Si on doit avoir une réflexion sur le fonctionnement ou sur l'éventuel dysfonctionnement de la machine judiciaire, ce n'est pas en coupant une tête que l'on arrivera à un raisonnement sérieux. Aujourd'hui, journaliste Karine Duchossois, une des acquittées, attend désespérément une sanction. Si M. Burgot n'est pas sanctionné, encore une fois, les Français n'auront pas confiance en cette justice. Parce que si lui n'est pas sanctionné, aucun juge ne sera sanctionné un jour si une erreur comme celle-là devait se reproduire. En moyenne, une demi-douzaine de magistrats est sanctionnée chaque année. Des sanctions qui peuvent aller de la réprimande à la révocation. L'avenir professionnel du juge Burgot ne dépend pas du garde des Sceaux, mais de 11 membres du Conseil supérieur de la magistrature. Et on revient au sport et la journée a été riche en événements puisque ce soir l'équipe de France de handball est devenue championne du monde. Un titre de plus pour une équipe d'experts, comme on les appelle, qui était déjà, je vous le rappelle, championne olympique en titre. Avant de les retrouver, une finale que nous raconte Aaron Tanzit. Ils sont champions du monde. 5 mois après leur titre olympique, les Français remportent le mondial croate. Fantastique Karabatic qui gagne sur la terre de ses ancêtres. Dans l'arène de Zagreb, devant 15 000 supporters, la France défie la Croatie chez elle. Les deux meilleures équipes de la planète ont rendez-vous. Si en première période, les Français réalisent des prouesses techniques, ce match reste avant tout un combat ultra défensif. La France est prise dans la tenaille adverse. 12-11 pour la Croatie à la mi-temps. Mais les champions olympiques ont de la ressource. Ils recollent au score et dépassent même les Croates grâce à leur gardien tiré au meilleur. Sur le terrain, les esprits s'échauffent. Balic, la star croate, s'en prend à Karabatic. Le Français lui répond en marquant un but décisif qui donne 2 buts d'avance à la France à 8 minutes de la fin. Les Croates ne reviendront plus. Les Français filent vers un 3e sacre mondial. Score final 24-19. Au sommet de l'Olympe à Pékin l'année dernière, sur le toit du monde à Zagreb aujourd'hui, plus titrés que les footballeurs français, les experts comme on les surnomme viennent d'écrire une page sublime de l'histoire du sport tricolore. Et à les entendre, on a bien l'impression qu'ils ne sont pas prêts de se lasser de chanter la Marseillaise. Et on retrouve tout de suite avec une belle médaille. Les champions du monde avec à leur tête Nikola Karabatic. D'abord bravo à vous tous. Quel exploit, un doublé historique, champion du monde, champion olympique. Dites-nous tout Nikola Karabatic. Quels sont les secrets de cette équipe? Quels sont les secrets de cette équipe? C'est ça, je crois que c'est dans le mot. C'est une équipe. On est une équipe de fous. On a des joueurs de fous, mais on a un état d'esprit sensationnel. Après le titre olympique, tout le monde croyait qu'on allait peut-être se reposer un peu et pas réussir à ces championnats du monde, mais là on a démontré que le hand français est présent, que cette équipe qui est là autour de moi, c'est la meilleure au monde, et on a gagné en Croatie en finale devant 4 millions de Croates parce que tout le pays est derrière eux. On a réussi à les battre ici et ça c'est un exploit, et comme Bernard Laporte nous l'a dit, on est maintenant dans la légende, et ça fait plaisir. C'est ça qui a été le plus compliqué aujourd'hui, la pression du public croate? Non, la pression, on savait qu'on allait avoir la pression du public, qu'ils allaient essayer de truquer un peu le jeu, de aussi mettre la pression sur les arbitres, mais on est resté concentré, on ne s'est pas affolé, on ne s'est pas énervé, on a été plus intelligent qu'eux, et c'est ça qui nous a permis de gagner. Et comme le veut la tradition, j'imagine que ce soir, ça va être plutôt la fête pour vous. Ils nous demandent si ce soir ça va être la fête. Non, on va se coucher là, on rentre à l'hôtel. Faut demander à Luc. Non, on va se coucher ce soir. Moi j'ai un match samedi. Il y a les vêpres, demain les gars, passez dans ma chambre. Tu chantes? Vas-y, oh my vas-y. love. Oh my love. Justice nous est rendue. En Allemagne, ils nous ont pris. À Zagreb, on est là. On est sur le 3 du monde. Oh my love. Et voilà, merci à vous tous. C'était en direct de Zagreb et bravo encore une fois. Et belle fête donc ce soir. Suivez-nous le peuple. Et autre image du jour avec du tennis, ce sont les larmes d'émotion de Roger Federer, battu une nouvelle fois par Rafael Nadal, 2 grands champions de tennis qui se sont affrontés sur le central de Melbourne en Australie. Une finale remportée par l'Espagnol en 5-7. C'est sa première victoire en terre australienne. Coup de chapeau à ces deux grands artistes du tennis encore aujourd'hui.
Dans un instant, nous allons parler cinéma et du film LOL avec Sophie Marceau au cœur du scénario, les relations mère-fille. Voyons justement maintenant qui sont les nouveaux parents d'aujourd'hui. Difficile parfois de trouver la clé du dialogue avec les ados. Alors, les parents ont-ils toujours le bon mode d'emploi? Eh bien, pas si sûr. José Blanc-Lapierre, Marie Cros et Sylvain Doba. Côté shopping, mère et fille arrivent à peu près à s'entendre. Mais là où ça coince, c'est quand Margot, 14 ans et demi, demande à sortir. Quand je demande à maman si je peux aller à une fête le soir, il faut savoir s'il y a les parents, enfin plein de détails, tout le planning de la soirée. Et il manque un truc, c'est non tout de suite. Mais elle devrait quand même avoir un peu plus confiance en moi. Je crois qu'elle ne se rend pas compte des dangers qu'elle court, aussi bien que des garçons arrivent, s'amusent, s'enferment dans des chambres avec des petites jeunes filles, surtout quand ou amène de l'alcool simplement, ou même un peu de drogue. Les parents ne vous appellent pas, on n'a pas de nouvelles d'eux, on ne sait pas ce qui se fait. Et après on apprend que les parents n'étaient pas là, étaient soit à l'étranger, en voyage. Margot est en 3e et ça marche plutôt bien. De ce côté-là, elle est tranquille. Car celui qui pourrit l'ambiance à la maison, c'est aussi le carnet scolaire. C'est un peu une corvée, lire pour lui. J'ai le sentiment que c'est ça. À chaque fois. À bout d'arguments, le père de Rémi a fini par consulter un coach. Son fils de 13 ans, prisonnier de ses jeux vidéo, ne lit pas et ses résultats s'en ressentent. J'ai essayé d'être assez autoritaire sur ce plan-là, en interdisant clairement, en autorisant en tout cas uniquement 1 à 2 heures de jeux vidéo par semaine. Est-ce que c'est une attitude qui est trop autoritaire? J'ai du mal à doser mon autorité dans ce domaine-là. Moi, ça me paraît très bien. Hein. Vous n'avez pas du tout à vous en vouloir d'avoir fait ça. C'est à vous de le faire. Justement, en général, les adolescents, je pense qu'il y a vraiment une règle de base, c'est qu'ils cherchent des limites. Ça les intéresse pas. Celle qui rassure et conseille les parents désemparés, c'est un professeur de français bien placé pour connaître la planète ado. Il va bien apprendre en recopiant. Dans le triangle adolescent, parents, professeurs ou école, il faut, à mon avis, quelqu'un au milieu qui puisse réussir à rétablir des connexions quand il manque, quand un côté a été un peu abîmé, brisé, ou quand ça se passe mal d'un côté ou de l'autre. L'adolescence, le moment de se tester, de mesurer soi-même les risques du tabac, de l'alcool, et surtout pas question de partager ses craintes avec des parents périmés. Je parle pas beaucoup à mes parents de ce qui se passe dans ma vie, enfin, à part l'école, je raconte pas mes relations avec mes amis et tout, enfin, c'est juste que j'ai l'impression que même s'ils ont vécu ça, enfin, ça leur paraît loin et puis c'était quand même différent à leur époque. Experts du net, difficile de les suivre quand ils dialoguent avec des centaines d'amis virtuels. Alors pour garder le contact, reste une solution d'après les psys, se faire remplacer. Ce qui est important, c'est en tout cas de donner à l'adolescent un interlocuteur privilégié en qui il pourra avoir confiance. Ça peut être une tante, ça peut être un parrain. Trouver quelqu'un dans la famille, un adulte bienveillant, auquel l'adolescent va accepter de se confier parce qu'il va mettre ses parents à distance. Se maintenir à distance et surtout garder un œil sur eux. Car grandir les angoisses plus qu'on ne le croit. Être ado, finalement, ce n'est pas si simple pour eux aussi. Ah non, c'est pas très simple. Bonsoir Sophie Marceau, merci d'être avec nous. C'est un peu tous ces thèmes qu'on retrouve dans votre film, LOL. C'est le choc de 2 générations, celle des 40 ans et des adolescents. Et apparemment, les deux sont un peu perdus. Oui, c'est un choc, c'est-à-dire que on essaye on vit toujours sous le même toit, alors que l'enfant, on le voit bien, il a besoin de s'émanciper, il a besoin de rentrer dans la vie, dans la vraie vie d'adulte. Les clés du dialogue. Trouver les clés du dialogue, oui. Moi, je trouve qu'il y en a quand même pas mal de dialogues. Et puis, si les gens n'ont pas envie de parler, il faut aussi qu'ils préservent ça, quoi, leur petit jardin secret. C'est important. On a tous besoin d'avoir nos petits secrets à nous. Il ne faut pas brutaliser le dialogue absolument et à tout prix. Tant qu'ils ont des copains, des potes, ça va, ça se passe bien. C'est qu'ils sont bien dans leur tête, je pense. On sent que c'est du vécu, c'est une question que vous êtes posée, vous l'actrice et puis également la maman, bien sûr. Oui, et puis aussi l'ado que j'ai été. Et bon, c'est vrai qu'on peut avoir l'air périmé pour les parents, mais c'est pas mal aussi qu'il y ait une différence entre ce que nous sommes nous et ce qu'ils sont eux. Je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie différence pour qu'eux puissent justement s'autoriser à grandir. Si on leur a déjà dit, on a tout fait, on connaît par cœur, c'est terrible, quoi. Donc voilà, je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Il y a un sujet qui est abordé, lire ou ne pas lire le journal intime. C'est une question importante, clé. Oui, enfin, c'est ce qui se passe dans le film de Lisa Azuelos, qui est metteur en scène dessus, mais l'auteur aussi. Et apparemment, les pédopsies disent qu'il faut le lire, mais pas le dire.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bon, dans le film, le journal tombe comme ça, par hasard, croit-il encore au hasard, grand ouvert devant les yeux de la maman. Donc évidemment, c'est difficile de fermer les yeux à ce moment-là. Il ne faut pas non plus être indifférent et ne pas s'intéresser aux choses. C'est différent que d'aller fouiller dans le placard, évidemment. Mais en tout cas, ouais, il ne faut pas le dire. Faut pas le dire. Alors, les relations mère-fille, les papas absents, les copains, l'amour, les études, la musique, la drogue, bref, voici un film en forme de baromètre générationnel, drôle et touchant. LOL, vu par Marie Jojoin et Marie Cros. Alors on commence par quoi? Les pétards ou les capotes? C'est pas moi, hein? Oh maman, ça va, hein, c'est pas drôle. Mais t'as pas une crise pour quelques malheureux pétards, alors toi t'en fumes tous les soirs dans ta chambre quand même. Si je te chope encore une fois avec ça à la maison, tu sais quoi? Tu vas vivre chez ton père, ok? Maman divorcée, Anne a du mal à dialoguer avec son adolescente de 16 ans. J'en entends qui rigolent, ils ont les mêmes à la maison. Car le sujet du film, c'est l'adolescence et ses dommages collatéraux. Quant à Sophie Marceau, elle découvre l'autre facette de ce qu'elle a vécu il y a 30 ans. Souvenez-vous de Vic 13 ans dans La Boum. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Mais qu'est-ce qu'elle a? 13 ans. Sophie et la jeune Christa, un couple mère-fille hostile et fusionnel à la fois. Sophie Marceau dans le rôle d'une maman, on n'y pensait pas vraiment. Ça étonne tout le monde, son public, parce qu'ils n'ont peut-être pas suivi ce côté maternel de sa vie, mais elle, quand elle a reçu le scénario, ça coulait de source. Même à la limite, elle me disait, c'est chiant, je suis tout le temps dans la cuisine, j'ai l'impression d'être à la maison. J'ai que j'en ai marre de ce bordel permanent. Et tu vas aussi aller manger ta chambre. Ambiance familiale sur le tournage, comme à la maison, priorité à la spontanéité. Mais Lola, comment tu t'es épilée là? Maman! Bah quoi, maman? C'est juste que j'aime pas les poils, c'est tout. Mais cela, personne les a vus, hein. Et puis à 17 ans, Christa connaît la chanson de l'adolescence. L'adolescence, je pense que c'est... On se comprend pas des fois, même soi-même. Donc si on se comprend pas soi-même, après comprendre les autres, c'est encore plus difficile. Quoi, maman? Mais non, je sais pas où il est ton cache-nez gris. Non, je l'ai pas sur moi. Non. La mère me saoule. Les parents, les premières amours, tout sonne juste, sans cliché. Loin de ceux de La Boum, ces adolescents paraissent aussi zen qu'ancrés dans la réalité. Que voient-ils dans ce miroir qui leur est tendu? Je vois beaucoup d'amour et surtout relax. Relaxez-vous, la vie n'est qu'un long fleuve qu'il faut arpenter tranquillement. Vous voyez alors, parents d'ados, si vous vous sentez à côté de la plaque, allez voir ce film avec eux, histoire d'y trouver un moment de répit. Alors Sophie Marceau, Lola, votre fille, dans le film, elle vous désobéit, elle vous ment, elle transgresse les codes. Et finalement, après, elle a toujours envie aussi de revenir dans son nid. Bah ouais. Auprès de sa maman. C'est pas des gros mensonges, c'est pas des... Je crois, encore une fois, c'est pour préserver son monde à elle et commencer à créer son monde à elle qui sera le sien pour le restant de ses jours, quoi. En revanche, comme disait Jérémy, qui joue le petit copain de ma fille dans le film, c'est pas relax, mais c'est l'amour. C'est-à-dire que quand même, quoi qu'il arrive, si l'enfant se sent aimé, mais vraiment aimé, c'est-à-dire qu'il y a un œil sur lui, bah, il a envie de revenir vers là où il est aimé, là où il sait que c'est une protection, quoi. Et ce film parle beaucoup de ça, c'est-à-dire qu'ils ont leur vie, leur truc, mais en même temps, d'être dans les bras de maman ou de papa, c'est quand même c'est pas mal. Alors, la critique compare beaucoup ce film à La Boum, 30 ans après. C'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée? Écoutez, je sais pas, moi je suis un petit peu divisée là-dessus parce que d'un côté, pourquoi pas, c'est vrai que c'est un film qui va dans la même famille, c'est un film générationnel sur les ados un petit peu plus âgés. Qui va plus loin, qui bouscule un peu plus de codes. Ouais, ils ont 16 ans, c'est pas le premier baiser, ça va un petit peu plus loin. Et c'est donc les parents, les grands-parents, enfin la famille aussi, on parle de tout ça. Donc c'est vrai que c'est complètement dans la même famille de films. En même temps, il faudra demander aux deux auteurs, Daniel Thompson et Lisa, si c'est la même chose. Mais ouais, je pense que c'est quand même... Il y a beaucoup de choses en on n'a commun, pas eu de film comme ça depuis longtemps, depuis 15 ans, 20 ans. Il y a une génération qui va se retrouver dans ces histoires. Ouais. Vous vous souvenez, vous, de votre premier chagrin d'amour, encore aujourd'hui? Ouais, mais je crois que les chagrins d'amour, c'est pas qu'à 13 ans, on en a toute notre vie. Ouais, ça veut dire que c'est vivant, ça veut dire qu'on a encore le cœur qui palpite. Alors c'est un film pour les ados, les parents. Il y a une leçon à tirer de tout cela? Une leçon, moi encore une fois je dirais la famille, parce que c'est quand même des repères, des références, des rituels qui je trouve réconfortent et rassurent un peu tout le monde. Merci beaucoup Sophie Marceau. Juste une dernière question, j'ai lu dans le journal du dimanche, ça vous arrive souvent, juste avant de voter, de jouer au bonneteau avec les bulletins de vote? C'est ce qui s'est passé lors de l'élection présidentielle, c'est vrai?
Oui, honnêtement, j'étais un petit peu perplexe et je ne savais pas très bien pour qui voter. Et vous avez fini par mélanger les bulletins et vous en avez tiré Voilà, un. j'ai fait ça. Et c'était Nicolas Sarkozy, c'est ça? Et c'était Nicolas Sarkozy. Des regrets? Je l'ai mis dans... Non, sincèrement non. Je pense que bon, on avait... Enfin, je veux dire, vu le choix qu'il y avait à l'époque, je crois que j'ai fait le moins pire. Et quand vous dites dans l'article qu'avec cette déclaration, vous allez encore vous faire des amis, cette relation difficile avec le métier, oui, non? Non, pas du tout. Mais de toute façon, mon rôle n'est pas de faire de la politique et je voudrais en aucun cas influencer qui que ce soit. La politique, c'est aussi, on est tout seul dans son isoloir, c'est aussi un truc très personnel. Et voilà, donc ça reste très... chacun fait comme il veut. Merci beaucoup en tout cas. LOL sort mercredi, c'est un très très joli film. Merci beaucoup. Merci. Regardons ensemble maintenant le box-office, classement des films. Au premier jour de leur sortie, cette semaine en tête, Valkyrie avec Tom Cruise qui revient sur l'attentat manqué contre Adolf Hitler. En deuxième position, Espion, un polar sur fond de romance avec Guillaume Canet, Géraldine Pellas. Puis King Guillaume, une comédie avec Florence Foresti. Et puis Le bal des actrices de Mai Wen, un film qui aborde avec humour le quotidien des stars de cinéma. Je vous rappelle ce soir 7, alerte orange au verglas et à la neige dans 32 départements. Et de gros flocons sont déjà tombés en début de soirée près de Besançon dans le Doubs. Plusieurs voitures sont d'ailleurs bloquées sur la nationale 57, comme vous le voyez. Prudence donc ce soir pour les retours tardifs de week-end. Et prudence également si vous devez prendre l'avion. 30% des vols pourraient être annulés au départ de Paris-Charles de Gaulle. Demain matin, le trafic risque aussi d'être perturbé à Orly. Comme chaque dimanche soir, l'agenda de la semaine à venir. Lundi, à suivre, la réunion des syndicats qui doivent décider de la suite à donner à leur mouvement après la mobilisation de la semaine dernière. Vendredi, politique. À gauche, de la gauche, Olivier Besancenot lance son nouveau parti anti-pétéliste. Reste à lui trouver un nom. Enfin, samedi, rugby sur France 2 avec le premier rendez-vous du tournoi Destination à l'affiche Irlande-France. Avant de refermer le journal, je vous rappelle l'une des nombreuses informations sportives de ce dimanche. C'est la victoire de l'équipe de France de handball qui devient championne du monde de la discipline. Et cela, quelques mois seulement après son titre olympique de Pékin. Les Français se sont imposés face au pays organisateur, la Croatie, sur le score de 24-19. Et puis le sacre de Michel Desjoyaux au Sables d'Olonne. Il remporte son deuxième Vendée Globe après 84 jours de mer. Bravo à ces hommes d'exception, comme on dit. Voilà pour toute l'actualité de ce dimanche. Merci à vous pour votre fidélité tout au long du week-end. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, 20h35, votre film Embrasser qui vous voudrait avec Michel Blanc et Carole Bouquet, entre autres. Minuit 15, ne manquez pas la finale du Super Bowl depuis Tampa, en Floride, entre les Steelers de Pittsburgh contre les Arizona Cardinals. Pour l'information demain, vous retrouverez à 13h Sophie Le Saint, à 20h David Pujadas. Et bien, passez une très belle soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.